Bonjour Tiki. Bonjour. Ça me fait très plaisir de passer un peu de temps avec toi pour cet entretien. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement quelques mots? Me présenter, vous voulez dire Oui, te présenter. un peu biographique ou par rapport à l'aïkido, budo Biographique, c'est la personne qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, ben, je suis né ici aux États-Unis, mais dès très tôt, d'ailleurs, j'ai vécu en Europe, et plus ou moins en permanence après l'âge de 18-19 ans. Et, j'étais en France pour la plupart du temps. Et puis, durant tout ce temps-là, mon activité principale était l'aïkido et le budo, donc la pratique d'arts martiaux divers, que j'ai commencé, en tout cas en budo japonais, c'était plutôt vers 64. 1964 peut-être. 1964, oui, beaucoup de choses. Wow. J'étais tout jeune, j'avais 8 ans, 9 ans. En fait, non, quand j'avais 8-9 ans, je faisais aussi du judo, le truc de gamin, comme souvent beaucoup de monde commence comme ça. Ça, c'était en 58, 59. Et en 64, j'ai commencé à étudier le sabre. Mais bon, à cet âge-là, tu sais pas trop à quoi s'attendre, tu sais pas ce que c'est. Donc, je ne compte pas trop, mais malgré tout, bon, ben, ça te donne de l'expérience. Et puis, c'était pendant quand je suis venu en Europe pour mes études universitaires, 69, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier plus sérieusement l'aïkido, par exemple, avec Matomoa. Mm-hmm. C'est tes études qui t'ont fait venir en Europe alors? Mes études, oui. Qu'est-ce que tu faisais comme études? Langue. Ok. Langue et plus ou moins, oui, langue et linguistique à un certain degré. Donc tu as commencé le judo aux États-Unis et puis effectivement tes études t'ont emmené à... Oui, c'est quand j'habitais, enfin mes parents habitaient en Grande-Bretagne, c'est de Londres. J'étais à l'école et durant cette année de 58-9, etc., ils m'ont inscrit dans le Budo Kwai de Londres, où j'allais faire du judo pour les enfants. Puis voilà. Mais bon, moi je vais pas. Tu fais ça, c'est un cours d'enfant, quoi. Tu amuses, c'est bien. Oui, Mon père, il avait fait pas mal de judo et de boxe, donc il y avait déjà des antécédents et lui, il pensait que c'était une bonne chose pour le petit. Pour le petit Malcolm. Oui, pour le petit. Et puis en 64, par contre, c'était parce que je faisais de l'escrime. Moi, j'avais fait de l'escrime même en étant tout jeune. Et dans la salle d'armes où j'allais régulièrement, il y avait le club d'un temple bouddhiste principal à New York qui s'entraînait en kendo. Et le professeur de kendo, notre japonais, il faisait du yai. Et moi, il tombait que j'avais une pause à ce moment-là dans l'après-midi, les samedis quand il faisait ça. Et plutôt que de ne rien faire, je me suis mis à faire du yai.
Je ne savais pas ce que c'était. C'était la première fois que... Je savais ce que c'était un peu les arts martiaux japonais, parce que ayant fait un peu de judo, mon père m'expliquait. Mais le yai, alors là, ça c'était un peu drôle. J'étais jeune. Ils m'ont invité à faire ça. Je ne posais pas de questions, je faisais. Et durant quelques temps, j'apprenais ce que j'ai appris plus tard s'appelait Muso Jukiden Eishin-ryu. C'est l'école que fait Jaff maintenant, par exemple. Toi, tu es proche de lui, je pense. Oui, j'ai suivi Sekiguchi pendant quelques années. Ah, voilà, alors c'était une personne, le maître de l'équipe de Kilo était un adepte de Muso Jukiden. Il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, et ils avaient plusieurs branches et tout. Oui, il y a plusieurs branches, oui, c'est vrai. C'est que plus tard, j'ai reconnu que c'était ce style-là, mais plus tard, en 69-70, j'ai changé de style de yai pour faire Muso Shinden et une autre école aussi de yai. Mais c'était à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était pas pareil, mais c'était pareil. Et qu'il fallait changer et faire différemment. Ce qui, étant jeune, tu fais ça parce que le maître, il dit fais comme ça, tu fais comme ça. C'est aussi simple. Et puis ça correspondait aussi à ce que faisait Matomoa. Matomoa était un très bon pratiquant de yai. Mm-hmm. Tout le monde peut-être se souvient de ce fait, mais au dojo à l'Aikikai à Tokyo, O-sensei était très ami avec un professeur de yai et de kendo qui était un peu le chef de file des élèves de Nakayama Hakudo, qui s'appelait Haga Junichi. Et il était ami avec O-sensei. Mm-hmm. Donc, il venait à l'Aikikai visiter, je ne sais pas, boire une tasse de thé, peut-être un verre de whisky, j'en sais rien. Mais je suis plus ou moins de l'avis que O-sensei devait dire ah ben voilà les jeunes hommes là, vous ne pouvez pas les faire un peu travailler quelque chose, et comme ça il donnait aux uchidashi, dont était moi, il donnait des cours de yai, il leur montrait et notamment il s'y est plu. Il m'a toujours dit qu'il aimait beaucoup. Et il s'y est appliqué assez pour assimiler Muso Shinden Ryu en entier. Mm-hmm. Alors au début, je ne sais pas si ceci c'est le genre de choses à bâton rompu que tu attendais. Moi, je peux raconter un petit peu le côté historique. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. De moi-même, mais au début, quand j'ai connu moi, 69 à 70, il faisait très souvent du yai. Il faisait du yai dans ses cours, et il aimait que ses élèves fassent ça. Bon, il était venu en France en 64. Mm-hmm. Donc, ça fait qu'il était là depuis 4-5 ans. Il a eu le temps, durant ces 4-5 ans, il s'est établi. Il a démarré, je pense, les débuts de ce que nous avons connu comme la fédération. À l'époque, c'était la CFA, qui voulait dire l'Association culturelle française d'Aïkido. Qui avait, je ne sais pas, on m'a dit que
On devait être vers 2000, 2005, quelque chose comme ça. Mais peut-être ça c'est beaucoup, je ne sais pas. Mais l'ACEA, qui était la même version européenne, ça comportait beaucoup d'autres pays. Il y avait l'Italie, il y avait la Belgique, il y avait le Luxembourg, la France, bien évidemment. Il y avait la Suisse, il y avait l'Espagne. Donc, tous ces pays européens, ils se sont réunis dans l'ACEA et chacun prenait la même appellation, AC quelque chose. Par exemple, l'ACBA, l'Association culturelle belge d'aïkido. Dans le cas de France, ACFA. Pour le cas de la Suisse, c'était l'AXA, ACSA, etc., etc. ACLA, c'était Luxembourg. Et maintenant, il avait mis ça sur pied, bien sûr avec de l'aide de personnes européennes. À l'époque, c'était des pionniers comme Pierre Chasson, c'était la vieille garde, les gens qui ont connu déjà en 52 ou quelque chose, Mochizuki et bien sûr Tadashi Abe. Et puis, il y a des gens qui sont venus. Tadashi Abe, en principe, avait fait beaucoup pour fonder cette ACFA, l'ACEA. Donc, c'était un peu dans ce climat que je me suis trouvé au début. Et c'était très différent de ce que c'est devenu, enfin, que les choses ont créé au fur et à mesure que des années passaient. Parce c'était qu'en 75-16 qu'ils ont créé l'UNA, en fait, c'était l'Union nationale d'aïkido qui était censée durer 5 ans sous le tutelle ou sous l'égide un peu du judo pour créer une fédération séparée d'aïkido. Enfin, je ne vais pas raconter ça parce que c'est des histoires plus récentes que vous pouvez trouver sur l'Internet sans difficulté. Mais l'ancienne époque avec les pionniers, les années avant 75, ils avaient beaucoup d'activités, beaucoup de choses sont souvent oubliées et puis mal comprises aussi. Oui, donc voilà. Donc, quelques petites histoires assez rapides. Donc, en 1964, effectivement, il n'y avait pas du tout ni d'Internet, ni de vidéo. Effectivement, les premiers pratiquants avaient découvert ça comment, d'après toi? Qu'est-ce qui a fait que tu es accroché dans un premier temps au Yai? Au Yai, non. Le Yai, c'était pas l'aïkido, donc c'était différent. Mais l'aïkido, je veux bien vous raconter. Moi, j'étais à l'université en Suisse en fin 69-70 et je cherchais à faire une activité pendant que j'étais là pour mes études. L'escrime était mon activité principale. Je faisais ça en Grande-Bretagne, je faisais ça depuis jeune. J'aimais beaucoup l'escrime. Je faisais ça. Mais les séances d'escrime, c'était pas tous les jours, c'était 2 fois par semaine. Je voulais faire plus de quelque chose. Alors j'ai pensé, bon, je n'étais pas particulièrement porté sur la boxe, mais j'ai commencé à faire de la boxe. Mais j'ai un nez qui est très sensible et j'aime pas prendre des coups. Alors, si tu fais de la boxe, tu donnes des coups, mais tu en prends plein. Et c'était comme ça. Alors moi, j'ai dit, bon,
Ça, c'est pas vraiment mon truc. Donc, j'ai pensé m'inscrire dans un club de judo. Ce que j'ai fait. Mais ça m'a pas vraiment fait ma tasse de thé non plus. Et j'ai pensé, peut-être il y a autre chose. Alors, j'ai vu un club qui avait fait un pub à l'université. Ils mettaient leur pub là pour les étudiants et tout ça. Et c'était pour le karaté. Alors, je dis, bon, ben, je vais aller voir ça. Et alors, le jour que je me suis pointu, au cours pointé, pardon, que je me suis pointé au cours de soi-disant karaté, c'était un cours d'aïkido que je connaissais pas vraiment. Et je trouvais ça très très bien. Ça me convenait. Alors j'ai commencé, j'ai plus jamais arrêté. C'était avec Yamada, peut-être? Non, c'était avec un monsieur Jean-Marc Burnier, qui était le professeur, et il avait un bon club à Lausanne, très vivant, très, très bon, vivant aussi, et j'aimais l'ambiance. Et 2 mois après, 3 mois après, il y a Maître Tamoa qui est venu faire un stage de week-end. Mm-hmm. Et très sincèrement, j'ai été très positivement impressionné par le travail de Tamoa. Et ça a confirmé mon enthousiasme de faire la discipline. J'en faisais plus. Mais j'essayais, à partir de ce moment-là, donc, de faire autant possible des stages par-ci, par-là avec Tamoa. À l'époque, je pouvais avoir ce qu'ils appelaient un URL Pass. Et les trains européens proposaient aux étudiants une passe durant 1 an qui, pour, je ne sais pas, quelque part comme 200 € pour l'année, tu pouvais voyager tant que tu voulais, où tu voulais, à l'intérieur d'essentiellement des pays européens qui sont aujourd'hui l'Europe. Et gratuitement. Tout le voyage était gratuit. Et ça, je trouvais ça fantastique. Donc, je pouvais prendre le train et aller n'importe où, parce que les trains, c'est fabuleux en Europe. Donc, ça te permettait d'aller voir Maître Tamoa plus régulièrement. Ah oui, j'allais où tu voulais. J'allais. Un week-end, il était à Bruxelles. Et la Suisse, enfin Lausanne, où j'étais, c'était plutôt central en Europe. Donc, je pouvais prendre le train dans toutes les directions. Si je pouvais aller en Italie, j'allais beaucoup fréquenter à l'époque les stages de Maître Tada en Italie. Et beaucoup avec Maître Nakazano. Nakazano qui avait quitté la France vers cette époque. Il est venu habiter en Suisse aussi, en Suisse-Allemagne. Maintenant, il voyageait partout. Je pouvais aller. Bon, c'est vrai que pour un week-end, d'aller à Madrid en train, c'était parfois un peu long. Mais il y avait. Barcelone était très faisable. Il y avait un train direct qui était un trans-européen, un précurseur des TGV, qui allait jusqu'à Barcelone, de Lausanne. C'était sympa. Donc, j'allais de ce côté-là. Il y avait des possibilités à l'époque qui n'existent plus maintenant. Donc là, c'était à peu près dans les années 70, parce qu'effectivement, si on regarde sur... Ah oui, c'était 69, 10, 11, 12, 13. Et en 73, j'ai quitté la Suisse et je suis venu m'installer en France. J'habitais à Cannes et Pierre Chasson avait proposé que je vienne
encadré les cours au club de Cannes et par la même occasion, le club de Monaco et le club de Draguignan, qui était une pareille distance à l'ouest, de Monaco à l'est. Et ce qui faisait que je faisais tous les jours, entre 5 et 8 heures d'aïkido. Ce qui est beaucoup. Donc, les week-ends, je partais voir avec moi, etc. Je gardais une bonne activité. Donc très rapidement dans ta vie, l'aïkido a pris une part importante dans le quotidien. C'était ma vie, oui. Donc effectivement, premier dan, deuxième dan, jusqu'à effectivement sixième dan en aïkido. Je suis septième dan maintenant. Ah pardon, la fiche n'est pas mise à jour. Oui, c'est ça. Mais, sur Wikipédia, la fiche n'est pas mise à jour. Alors, on va la mettre à jour. Donc toujours avec ces deux pratiques comment ça s'appelle, pardon, d'aïkido et de iaido. Donc c'était les deux seules disciplines que tu enseignais à l'époque ou tu enseignais aussi? Non, j'enseignais aussi parce que j'avais étudié le judo. À partir de 75-16, peut-être 75-16, j'ai commencé à étudier le Shinto Musoryu Jodo. Je faisais ça beaucoup jusqu'à ce que j'étais trop occupé avec surtout l'aïkido et l'iai. Tu ne peux pas faire tant que ça. Donc, il fallait faire des choix. Donc, j'ai arrêté de me consacrer autant au Joe. Et puis, par la même occasion, j'allais voir, en allant en voyage au Japon, j'ai eu l'occasion de pouvoir voir différentes écoles de sabre et de yai. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ton premier voyage au Japon? Qu'est-ce qui t'a emmené à aller au Japon la première fois? Mais à l'époque, vous pouvez imaginer, tout le monde considérait que le Japon, c'était la Mecque du boulot, si tu veux, c'était le voyage à faire. Donc, si tu pouvais le faire, tu le faisais. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux aller sur l'Internet, YouTube et autres, et vous pouvez trouver un peu tout ce que tu veux. Tu peux voir du bon et du mauvais, tu vois des lettres de l'histoire, tu es privé de rien. Il y a une somme énorme d'informations accessibles à cause de l'Internet. Mais à l'époque, non, il n'y avait rien. Il y avait quelques livres qui étaient publiés. Ils étaient publiés en anglais. Il y avait des livres comme les livres sur l'aïkido, c'était Jean Zin, ou il y avait un Belge, Tillmans ou quelque chose comme ça. Et puis, en anglais, c'était les livres de Maître Toré qui étaient là. Et ça faisait en somme pratiquement toute l'information que tu pouvais avoir. Donc, il restait qu'une seule solution. Aller personnellement et voir sur place. Ce qui n'était pas facile parce que d'abord, l'entrée et l'accès à un dojo quelconque, tu n'arrives pas en disant « Bonjour messieurs, je suis là pour vous regarder ou pour travailler avec vous. Vous payez pas de cotisation avec votre kimono sous le bras et rentrer demandant d'être dans le dojo. » Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de connaître Don Draeger, un Américain qui était venu il était en marine pendant la guerre, Deuxième Guerre, et il est resté au Japon après, et il se consacrait au début au judo, au Kodokan, et puis après, petit à petit, lui aussi, il a
Et il a fait plein d'autres choses. Il a commencé du judo en particulier, katholische Dojo. Et il connaissait beaucoup de monde dans le Budo, les arts martiaux japonais. Et grâce à lui, il me donnait des introductions, des lettres d'introduction si je voulais aller voir. Et bon, il fallait se tenir à peu près correctement, bien sûr. Enfin, par exemple, je me souviens bien, j'avais été voir une école de sabre, il s'appelait Tatsumi Ryu. Et il était à mi-chemin entre Narita et Tokyo, et le Rambo. Et je suis allé avec Dreger, et on allait pour l'après-midi. Et quand c'était mois de février, et il fait froid au mois de février, je ne vais pas vous raconter ça, mais il fait des 0 et moins 0, etc. Et quand ils s'entraînent dans un dojo traditionnel, tout est ouvert. Ils ouvrent les fenêtres, les portes, etc. Et ils travaillent en hiver avec la température ambiante. En été aussi, ils ouvrent, ils gardent. Ils font pas il n'y a pas de climatisation surtout. Et on est rentré dedans, tu voyais la vapeur de chaque fois que tu expirais dans le jour, et ils étaient en train de s'entraîner. Dreger, il connaissait le Soke, le chef de l'école. Et après avoir fait toutes les formalités diplomatiques, etc., le maître, il nous indique de nous asseoir et qu'il nous fera la possibilité de regarder l'entraînement. Ce n'est pas une démonstration pour nous qu'il a proposé, c'est vous pouvez rester là et vous pouvez regarder notre entraînement. Bon, on était parti pour l'après-midi. Le seul problème, c'est que moi, j'avais un très bon duvet, enfin un veste de duvet, tu vois, de ski qui avait c'est très chaud. Donc j'avais mis ça sur une chemise, sur ma chemise. J'avais pas de pull, j'étais plutôt juste en chemise. Et quand on est rentré, Dreger, il a enlevé sa veste. Et il m'a regardé, il a dit ça, tu enlèves ta veste. Alors bon, je ne pose pas la question, je fais comme il m'explique. Plus tard, après, il m'a dit, quand vous allez dans un dojo, par respect pour ceux qui travaillent, eux, ils sont habillés dans simplement un keikogi. Donc, vous mettez pareil. En tout cas, c'est un peu l'idée. Vous avez le même tenue, vous mettez dans le bain. Mais bon, ça a commencé à faire très très froid. Et c'était un après-midi mémorable. Vous voyez, ça grave une mémoire, deux par le froid et deux par le fait qu'il fallait se tenir sur le plancher en bois, à genoux, en César. Tu changes pas de position, même à l'époque, se mettre en tailleur était un manque de politesse. Donc à la rigueur, tu pouvais te mettre debout. Mais bon,
ce genre d'expérience, ça m'a mis d'aplomb sur certains aspects du boulot. Et j'ai dit, ah oui, ben c'est pas tout à fait la même approche que nous avons en Europe. Et c'était très, 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 de très bonnes expériences. Et c'est pas des choses que tu apprends en regardant YouTube et en lisant un paragraphe dans un livre. Non, ce qu'il faut le vivre, tout ça. Il faut le vivre. Et le plus important dans la pratique de l'art martial, c'est le vivre et le vécu. D'abord, le vécu étant le vivre que tu n'oublies pas. Ça devient vécu. Et donc, ton premier voyage au Japon, tu as participé, donc tu as vu, tu as eu l'occasion de participer à des cours, mais à quel moment on t'a autorisé à monter sur le tatami et... Ça dépendait parce qu'il fallait s'engager. Ça dépendait. Par exemple, dans le cadre de Tenshin-sho Katori Shinto-ryu, ma demande de pratiquer en maître Otake, Risuke, il est mort maintenant, mais à l'époque, il m'a dit, c'est simple, si vous souhaitez, je vous accepte, j'accepte votre demande, mais il faudrait que vous venez vivre ici, à Narita, pendant 10 ans. Si vous pouvez vous engager à venir vivre ici 10 ans, vous pouvez vous joindre à nous. Alors, ceci remonte à une autre époque. L'école aujourd'hui, il est ouvert. Chacun, il peut s'inscrire et ils sont contents de vous montrer un peu ça. Mais à l'époque, la discipline qui voulait enforcer, c'était pas tout à fait pareil. Alors, Dreger, il vivait là. Il vivait en permanence près du dojo. Il avait sa maison là, petite maison. Et il était aussi sérieux. Bon, ça ne t'empêchait pas d'aller faire des voyages. Et il s'attendait à ce que vous participiez pleinement à la vie du lieu, de l'école. Bon, d'autres systèmes étaient différents. Ça, c'est un exemple extrême que j'ai connu. Mais il y a d'autres écoles, tu passais une journée et au lieu de regarder, ils disaient, mais bon, changez-vous, vous venez vous entraîner. Et là, ils s'amusaient à vous donner une ou deux leçons inoubliables aussi. C'était souvent pour vous bousculer un peu. Bon, il y avait de tout. Moi l'expérience le plus forte peut-être que j'ai eue, c'était essentiellement les 3 ans que j'ai passés à étudier la forge du sabre japonais. Tu es resté 3 ans pour étudier la forge au Japon? En tout pour tout, ça faisait 3 ans, mais je suis resté à cause des situations de visa et tout ça, tu pouvais rester 1 an, moins 1 jour, et puis il fallait sortir avant de pouvoir rentrer, etc. Mais la première année, j'ai resté l'année entière. Et ça, c'était une très, très bonne expérience. Je ne pouvais pas imaginer que ça allait être ce que c'était, quoi. Comment tu es passé de l'étude de l'aïkido et les écoles de sabre? Je continuais à faire du budo.
J'étais au milieu du Japon dans la montagne pour la forge, mais il y avait moyen de continuer à pratiquer l'aïkido et surtout du sabre. Je faisais du sabre au niveau local. Et puis le forgeron, il était aussi il était un pratiquant de Yagyu Shinkage-ryu. Donc je pouvais pratiquer, connaître des aspects de cette école-là. Et qu'est-ce qui t'a fait effectivement te tourner vers la forge? Effectivement, le sabre. La forge? Une chose, mais aller à la forge, c'est autre chose. Alors, j'ai toujours été intéressé par l'arme blanche. Mon père avait une collection d'armes divers, pas uniquement armes blanches, mais il avait quelques sabres japonais, ce qui n'était pas inhabituel pour... en Amérique, il y avait beaucoup qui sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale avec des souvenirs. Et je l'ai trouvé toujours d'une grande beauté. Et quand j'ai commencé à faire du yai, c'est naturel de vous intéresser à l'outil que vous utilisez après tout. Et là, évidemment, vous découvrez que c'est énorme le monde du sabre lui-même en tant qu'objet esthétique, en tant qu'arme. C'est fabuleux, son histoire, son utilisation, ça fait un tout. Et j'essaie toujours aujourd'hui d'encourager des gens qui pratiquent le yai. Quand tu pratiques yai, j'essaie d'encourager les gens. Penchez-vous sur le sujet de la forge de cet objet et étudiez, pas nécessairement pour approfondir et devenir un peu spécialiste, mais au moins pour commencer à comprendre l'envergure de cet objet et ce qu'il représente, de son histoire et de sa fabrication. Ça vous enrichit votre expérience en étant pratiquant de l'IA aussi. Donc, à la FEI, tu as bien vu, on essaie de fournir aux gens des conférences, des gens, d'inviter des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Donc, ça, c'est très bien. D'accord. Donc après, tu es revenu en France et effectivement, pourrais-tu nous reparler de la création de la FEI? Parce qu'effectivement, la FEI, c'est toi. Non, la FEI était créée en fait en 1976. Il y avait un maître japonais que j'avais connu pour la première fois, c'était en 1975 aux États-Unis. Il s'appelait Mitsuzuka Takeshi. C'était un élève de Nakayama Hakudo, un peu l'équivalent, le jeune génération élève de Nakayama Hakudo, de même que Tomoa peut être appelé de jeune génération de O-sensei, après-guerre. Et il était un pratiquant de très bon niveau que Dreger m'avait dit, il était une des meilleures personnes pour démontrer le yai de Nakayama Hakudo et le yai moderne, si vous voulez. Historique. L'aïkido est le produit moderne de peut-être Daito-ryu, Aiki-Jiu-Jitsu, n'est-ce pas? Et il est peut-être une évolution de plus anciens Jiu-Jitsu, etc., etc. Mais il est indéniable que Sensei a créé quelque chose d'unique parmi les Budo de l'époque moderne. Il ne faut pas renier que c'est moderne,
Et en même temps, les racines, ils vont vers le passé historique et ils se joignent à des pratiques comme le Daitoryu Aikijujutsu ou d'autres encore plus anciens comme le Aiki Inyoho qui était une méthode de pratique plus ancienne. Et parmi les systèmes de corps à corps, si vous voulez, corps à corps, qu'utilisaient certaines en différentes régions au Japon. Donc, pour le Yai, c'était un peu pareil. Nakayama Kudo, il était parti un peu vers le sud, parce que si c'était une personne qui venait de Tokyo, il est parti vers le sud pour étudier Muso Jikida Nation-Nyu. Et Jikida Nation-Nyu avait deux branches à l'époque déjà, à partir de peut-être début 1800, peut-être fin 17, vers la fin du XVIIIe siècle. Je n'ai pas la date en tête, mais les histoires, vous le trouverez très vite sur l'Internet. Il s'est séparé en deux différentes branches. Et Nakayama Hakudo a été refusé dans une de ces branches au début, mais il était accepté dans l'autre. Et puis, petit à petit, il s'avérait, je crois que c'est le vécu, petit à petit, il est devenu reconnu par les deux branches et il est reparti après une période d'études. Il avait été nommé même le soke d'une de ces branches et il était finalement, il a eu pas mal de responsabilités pour l'autre. Mais sa connaissance a été très, très approfondie pour ce qui était Jikida Nation-Nyu. Et alors, de retour dans la capitale, Tokyo, il a commencé parallèlement à son travail en Jodo, où il avait été à Kyushu étudier le Jojitsu classique, l'évolution qu'on voyait par rapport aux arts martiaux traditionnels vers des arts martiaux version adaptés au temps moderne, comme le judo avec Jigoro Kano, le karaté avec Funakoshi. Nakayama Hakudo a été la grande influence pour Kendo, pour un Jodo par rapport à un Jojitsu, donc une ancienne pratique de combat, mais de créer un Jodo, donc une voie du bâton, et Yaido par rapport à un Yaijitsu. Et alors, le résultat, c'était ce qu'ils appellent Muso Shinden-ryu. C'était le travail c'était autant Nakayama Hakudo avec son Yai qu'il a créé Muso Shinden-ryu, de la même manière que Sensei a créé Aikido, par exemple, en 1942, pour l'Aikido que nous connaissons aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le monde moderne n'est pas ce que le monde était 100 ans auparavant. Oui. Parce qu'en 1870, plus ou moins, 1870, l'existence du samouraï était plus. Il n'y avait plus. Le Japon est rentré
dans un monde moderne avec les États comme les États européens, la France, l'Espagne, l'Amérique, la Grande-Bretagne, etc., etc. Et ce bouleversement total, social, historique, contextuel pour les arts martiaux, remettait en cause complètement leur utilité d'une part, et donc leur existence future. Après 1870, l'art martial traditionnel apparemment n'avait pas vraiment d'application. Il était inutile. C'était les armées modernes. D'ailleurs, c'est très connu par le dernier samouraï, que c'était un conseiller français qui était en partie responsable pour l'armée moderne japonaise. Les Anglais ont été en bonne partie responsables pour la marine moderne aussi, et la France aussi, l'Allemagne, les pays européens. Donc, dans tout ça, il y avait un fort risque de voir disparaître à jamais les pratiques de Budo, enfin d'arts martiaux classiques. Et ça préoccupait certains visionnaires, à mon avis, visionnaires sociaux. Ils disaient qu'on est en train de jeter ou rejeter les valeurs qui sont intrinsèques au Budo, juste parce que leur application n'a plus l'application dans ce monde moderne. Donc, ça fait que tu jettes le bébé avec l'eau du bain. Et ils considéraient que ça serait une tragédie et une perte pour le Japon, pour la société japonaise, etc. Et donc, des mouvements probablement dans le kendo en premier, mais judo avec Jigoro Kano, et kendo aurait été évolué par plusieurs personnes. Il n'y en a pas une personne, bien que Nakayama Hakudo, c'est un des grands noms. Et bien évidemment, toute autre pratique, il serait perdu à jamais. Donc, ces personnes, ils ont appris la tradition, ils connaissaient le passé historique et ils ont essayé de présenter pour le monde moderne une pratique qui englobait les valeurs et l'utilité spirituelle peut-être de l'art martial traditionnel et de le mettre dans une forme adaptée qui convenait à l'évolution du monde moderne. Et ça évidemment, ça n'a pas été aussi, c'était pas du jour au lendemain. Oui. Et c'était pas non plus quelque chose qui pouvait rester totalement figé non plus. Parce que, disons, de 1870 jusqu'à la fin du guerre russo-japonais, vers 1900, autour de début des années 19e, 20e, pardon, 1905, 6, etc. Ça, c'est une période de 35-40 ans. On peut dire, grosso modo, 50 ans, de 1865-70 jusqu'à 1925, quelque chose comme ça. Plus ou moins, ces 50 ans ont permis, enfin, cette période, le Japon
a rattrapé 300 ans de retard par rapport aux nations modernes, le reste du monde. Parce qu'en 1600, plus ou moins, 1600, ils ont isolé le Japon, ils ont fermé, et ils ont entretenu constamment leurs traditions sans changer. Tandis que le monde extérieur a évolué, a eu, imagine la France en 1600 et la France en 1900, ou en 1870, donc la guerre franco-prusse, 1870. L'évolution technologique, scientifique, littéraire, mœurs, société, enfin tout a été considérablement différent dans cette période, et le Japon est resté plus ou moins le même. Donc, l'époque Meiji, on dit 1870, ça allait jusqu'à 1905 à peu près, mais on va jusqu'à 25 pour la période. Cette période de 50 ans, le Japon a rattrapé le reste du monde, le monde extérieur. 300 ans de retard en 50 ans. C'est fabuleux. Alors, quand tu regardes ça et tu penses, mais qu'est-ce que le Budo traditionnel, les arts martiaux tels qu'ils avaient, la société des samouraïs, etc., qu'est-ce que ça peut ajouter à ça? Bon, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'ils ont trouvé les valeurs et ils les ont enrobées dans ce qu'on appelle essentiellement Gendai Budo ou Shin Budo, le Budo moderne, Budo nouveau, le récent, une forme de pratique qui maintenait, on espère, parce que c'est l'individu qui le maintient, c'est pas la discipline, tout à fait, mais qui allait maintenir ces valeurs traditionnelles que nous connaissons petit à petit en se familiarisant avec la pratique, aussi bien de l'aïkido, de judo, peut-être plus dans un cas d'une discipline que d'autres, mais bon. Par exemple, il est vrai que le Jodo, Shinto Musoryu, Jodo, met une importance sur des aspects traditionnels, si vous voulez. Alors que l'application sportive de certains, le judo étant le premier, j'ai cru savoir que Kano, il était sur le comité olympique de son époque et qu'il avait beaucoup de foi que le futur du sport dans la conception olympique, etc., serait le moyen de réunir le monde en amitié et entente. Ça n'a peut-être pas fait l'affaire quand on voit le nombre de guerres, etc., qu'on a eu depuis, mais bon. Donc, il a prévu la compétition comme étant un moyen ou une partie intégrale de sa discipline. Pareil pour le karaté et le kendo aussi. Mais une discipline comme l'aïkido, fort de l'expérience et de l'observation de ce que l'acceptation du concept du sport et de la compétition amenée aux disciplines. Moi, je pense que c'est clair qu'au sensei, il a dit non, je ne pense pas que ça c'est la solution pour conserver les principes que nous avons, surtout les principes spirituels que nous avons dans notre discipline, dans l'aïkido, par exemple. Bon. C'est un peu une belle digression. Effectivement, tu parlais de compétition et qui a été
qui n'intègre pas l'aïkido. Et le iaido, aujourd'hui, il y a un peu de compétition avec d'autres fédérations, mais ce n'est pas le sujet. Non, revenons sur la création de la FEI en Europe. Alors, oui, j'avais commencé ça. En 76, Mitsuzuka Sensei, il est venu animer 3 mois de stage, enfin, stage pluriel parce qu'il bougeait en yai. Jodo aussi, mais pas beaucoup. Mais, parce que tous les élèves de Nakayama Akudo, ils pratiquaient aussi le Jodo. Nakayama Akudo, il était très enthousiasmé par le Jodo. Et il a été important dans la venue à Tokyo de Maître Shimizu, le soke de Shundomo Soryu Jodo. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. En 76, il vient et il a eu une telle influence de par ses stages qui ont été en fait organisés sous l'égide de l'aïkido. Mettez-moi en 75, 16, il est allé au Japon en voyage. Je lui avais donné les coordonnées de Mitsuzuka Sensei et ils se sont rencontrés. Et le résultat était une invitation pour Mitsuzuka de venir en Europe. Et il est resté 3 mois à peu près, 3 mois, tout l'été. Et ça a donné un élan au yai. Il y a pas mal de monde qui ont ils ont peut-être flashé sur l'utilisation du sabre. C'était un petit peu plus abordable grâce à son travail. Et donc, il n'y avait absolument aucune organisation à l'époque. Alors, on a créé la Fédération nationale de Yai, FNI. FNI. Et puis, en 75, avec l'UNA, avec le judo, la FFJDA, ils ont créé une structure et une administration où toutes les disciplines devraient être, comment dirais-je, monopolisées, si vous voulez. Et alors, en déposant leur statut, le kendo, d'ailleurs, à l'image, enfin, au Japon, le kendo aussi couvre le yai, mais pas tout. Enfin, un seul aspect du yai. Et essentiellement, c'est le kendo remme seite yai qui est géré par le kendo. Mais un certain nombre de maîtres de différentes écoles ont adhéré à un effort par le kendo. Donc, tu trouves au Japon que certains aspects du yai, en effet, sont gérés ou adhèrent au kendo. Le kendo étant en effet une fédération très puissante. Mais pas enfin, il y a des centaines d'écoles classiques qui n'ont rien à voir avec une structure, ni la structure de kendo ou autre, et qui sont totalement indépendantes. Je parlais de Tenshincho Katori Shintori. Il est totalement indépendant et n'a rien à voir avec le kendo. Donc, en France, cette situation était quelque peu... enfin, c'était le cas et c'était difficile pour exister si tu voulais faire quelque chose de plus indépendant. Et nous considérons
considérons, Considérions. voilà, c'est ça, que le yai méritait d'être une discipline à part entière, que c'était pas simplement à mettre dans une mélange. Et d'ailleurs, l'aïkido s'est avéré de la même avis en quittant la FFJDA en 80. C'est la création de la FFLAB à l'époque, FFAB aujourd'hui. Et le karaté a fait pareil. Enfin, ils voulaient leur propre indépendance. Donc, notre système de la fédération soi-disant nationale de Yai, évidemment, vous ne pouvez pas l'avoir dans le contexte de la législation française. Mais on avait un bon nombre d'adhérents, 800-900 adhérents à l'époque. Et alors, donc, on a simplement créé la Fédération européenne de Yai de manière à maintenir notre capacité de fonctionner avec indépendance. Et aussi par rapport au Japon, parce que le Japon n'est pas forcément facile non plus, puisque chaque fois que vous ayez affaire avec un groupement, ou une fédération, ou une école, etc. au Japon, eh ben, il commence tout de suite par parler exclusivité. Vous pouvez être nous, mais vous ne pouvez pas être plus ouvert, si vous voulez. Vous ne pouvez pas être... Et pour nous, la FEI, on voulait que ce soit un petit peu à l'image du bibliothèque d'Alexandrie, vous savez. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un ensemble de connaissances sans être exclusif par rapport à l'un ou l'autre. Mais bon, ça c'est une idée. C'était une idée du départ. Et on l'a maintenue. Et petit à petit, on est resté toujours attaché à une certaine simplicité d'objectifs, de permettre aux gens de travailler et le yai et le kenjutsu de manière à se former par rapport aux principes fondamentaux et universels par rapport au sabre japonais. C'est-à-dire que dans une école donnée, vous pouvez tomber sur une technique spécifique comme, pardon, je ne sais pas, Kirikaishi. Et il sera fait exactement comme il est préconisé par l'école. Et beaucoup de monde tombe dans le piège de penser que en faisant une école, qu'il est juste, que c'est le meilleur, qu'il n'y a, y a pas d'autre forme, enfin, c'est toujours pareil. Et que donc, dans ce cas-ci, si vous faites Kirikaishi de la manière d'une seule école, vous en faites qu'une Kirikaishi, mais Kirikaishi est un principe et non pas une technique spécifique. Et c'est assez intéressant si vous regardez la même technique, le nom peut peut-être changer, mais si vous regardez le même principe illustré à travers différentes disciplines ou écoles d'arts martiaux, vous vous rendez compte qu'il y en aura une dizaine de façons d'exécuter et accomplir le principe technique que vous voulez faire. Alors, notre position était de ne pas rejeter pour en prendre un seul aspect, mais de permettre aux gens d'avoir une vision plus éclectique qui leur permettrait
d'avoir la capacité d'aller, par exemple, au Japon. Vous allez voir telle et telle école, et avec vos compétences acquises au sein de la FUI, ça vous permettra de commencer tout de suite à pratiquer sérieusement, et non pas en tant que débutant, mais en tant que quelqu'un qui a une connaissance de fond, des bases de la discipline. Du sabre, parce qu'un sabre, le sabre, c'est essentiellement le même. Le corps humain, vous avez 2 bras, 2 mains, 2 jambes, etc., etc. La confrontation avec un autre être humain, moyennant un outil comme un sabre, etc., etc., il va partager, quel que soit le système que vous étudiez, quel que soit le style que vous faites, ils vont toucher à des principes qui se ressemblent, qui se rassemblent aussi, mais qui se ressemblent de par leur exécution, de par leur... C'est le même but, l'objectif est le même, le corps c'est le même, l'humain c'est le même, l'outil c'est le même, etc., etc. C'est impossible qu'il n'y ait pas des points communs, tu veux. Donc le tout c'est d'avoir une vision plus éclectique des possibilités qui sont là et de ne pas être souvent critique d'autres pratiques, d'autres systèmes, et à la fois d'avoir la compétence et la clairvoyance pour savoir, oui, en effet, cela, ça s'accorde avec le principe, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, ça au niveau du Ken et au niveau du Yai. Et le Musō Shunden Ryu est une excellente proposition pédagogique pour l'apprentissage du Yai. Il y a une telle, comment dirais-je, organisation ou structuration de ces techniques que, à mon avis, c'est incontournable si vous voulez comprendre le Yai. Après, toutes les variations, spécialités, écoles d'hiver, etc. Le Yai, c'est tirer le sabre du fourreau, couper, le remettre dans le fourreau. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est quoi le Yai, si tu pouvais le définir? C'est quoi? Ça sert à quoi? Non, le Yai, il est comment dégainer, couper avec le sabre. Et par la suite, comme tu l'as dégainé, il faut le rengainer, enfin, le remettre dans le fourreau. Donc, le Yai concerne surtout ça. Une fois sorti du fourreau et que vous vous en servez, ça devient du Kenjutsu. C'est-à-dire, c'est les... Enfin, je ne veux pas dire l'escrime parce que ça c'est peut-être un faux sens, mais c'est l'utilisation du sabre japonais. Donc, pour essayer de trouver d'autres principes fondamentaux. Tu veux dire quand tu utilises le sabre hors fourreau? Non, mais quel est l'objectif de faire du sabre? C'est ça la question. À quoi ça sert, en fait? Hormis l'aspect culturel. De dégainer un sabre? Ah, c'était très, très utile. C'est justement ça l'aspect classique de cette discipline et de l'époque pré-1870, où toute une partie de la société japonaise portait, non seulement symboliquement, mais pratiquement, portait le sabre dans sa vie quotidienne. Et il était appelé à savoir s'en servir. Bien évidemment, il le portait dans son fourreau, et à un moment donné, il fallait le dégainer, il fallait le rengainer, etc., etc. Ça faisait partie. C'est un peu...
Je ne sais pas. C'est comme si tu prends la grande domaine de la mathématique et puis tu parles spécifiquement de l'algèbre. C'est une domaine de mathématiques qui mérite d'être reconnue comme une discipline à part entière. C'est ça. Donc le YAI représente une discipline. Il mérite d'être une discipline à part entière dans le domaine global de connaissance de sabre, ou autrement dit, Kenjutsu. Et il est clair, le plus important a toujours été comment manier le sabre dans le combat. Donc, Kenjutsu, c'était l'essentiel de la vaste majorité de toutes les écoles d'arts martiaux. Donc, la FEI, tu l'as créée avec Pascal Krieger, notamment, et d'autres Oui. Comment peux-tu nous dire à l'époque, le premier, je vous ai parlé de la FNI, à l'époque, en 1976. On avait créé une fédération indépendante de YAI, donc, qu'on a appelé comme ça. Le premier président, c'était Bernard-Georges Battier, qui était de Lyon. Il y avait Matt Tamois, qui était membre du comité directeur, et Guy Bonnefond était le président d'honneur. Guy Bonnefond de l'Aikido. Et les personnes actives, il y avait Daniel Leclerc, il y avait moi-même, et il y avait Stéphane Benedetti et certaines d'autres personnes qui m'échappent aujourd'hui un peu leur nom, qui étaient actifs à l'époque pour construire et pour assurer les activités. Et puis, il y avait les pratiquants, bien sûr. Il y avait des pratiquants qui étaient très enthousiasmés et qui souvent, comme vous imaginez, étaient des professeurs d'aïkido et qui, dans leur salle, ont commencé à avoir des sections IAI. C'est comme ça que vous commencez toujours, c'est de petit à petit construire quelque chose. Et puis, ensuite, en 1976, Pascal, il est revenu du Japon, fort de son expérience dans le Jo. Il travaillait beaucoup pour le Jo et il avait également étudié le Yai avec son professeur de calligraphie et de Jodo. Il s'appelait Kuroda Sensei. Il était une personne assez exceptionnelle et un des chefs de file du dojo de Shimizu. Et Kuroda, il pratiquait Muso Shinden Ryu. Et voilà, Pascal avait donc travaillé pas mal avec lui. Et il était très intéressé. Et probablement à l'origine, quand on a dit maintenant comment on va faire pour faire un FEI, une organisation européenne, et Pascal a proposé qu'on pourrait le siéger du côté de chez lui, Genève, et qu'il avait des gens sur place qui pouvaient faire aussi un peu de travail administratif, secrétaire général, etc. Donc, on est passé de ce qui était essentiellement français et en passant européen, si vous voulez, les gens étaient
On avait quelques pratiquants espagnols, des pratiquants belges, des pratiquants en Hollande, etc., Suisse. Ils étaient très contents d'appartenir à une fédération européenne au lieu de toujours dépendre d'un truc français encore une fois de plus. Parce que il est vrai que dans les années 50 ou au début des arts martiaux, la France dominait tout ce qui était arts martiaux un peu partout. Non. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et en travaillant ensemble, Pascal et moi-même, et on était aussi rejoints par René VDB, on avait une dynamique pratique qui était intéressante. Et beaucoup d'autres gens compétents rejoignaient parce qu'ils aimaient l'idée de cette liberté, de ne pas être dans une structure administrative lourde et pesante où on te disait tu dois faire ceci, tu dois faire cela. On a basé tout sur simplement la pratique. Ce qui est important, c'est pratiquer. Ce qui rendait des fois difficile, et d'ailleurs tu l'as probablement vu. On se réunit en décembre pour faire l'Assemblée générale, mais la vaste majorité du temps est consacrée à la pratique et non pas à discuter autour de table, quoi. Oui. Donc on essaie de le maintenir comme ça et je pense très correctement par rapport à un art martial, parce que ce que tu vois beaucoup, c'est qu'il y a un schisme entre l'administration et la technique. Et je me souviens que j'étais choqué pendant les 4 ans que je faisais partie du comité directeur de la FFAB de constater la part du budget annuel qui était consacré à la technique était de l'ordre de 10-15%, et le reste, c'était pour l'administration. Alors, je trouvais ça toujours, je ne sais pas, j'espérais que ça ne deviendrait pas comme ça vis-à-vis de notre pratique de Yai. Et Pascal et VDB, ils ont tous contribué largement à maintenir cet esprit. Donc, VDB qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Quelques années maintenant, regrettablement, c'était soudain, c'était prématuré à mon avis. C'était une personne qui avait une énorme énergie, une énorme contribution à faire encore sur. Oui, c'est. J'ai eu la chance de le connaître. J'ai eu la chance de le connaître. Oui. Venez nous voir par chez nous. C'est pas toujours facile de trouver des gens avec qui vous pouvez avoir une entente tellement proche que quand vous faites un stage ensemble, etc., vous êtes absolument tous les deux sur la même fréquence. C'est le cas, j'ai pu travailler avec Pascal Krieger, avec René VDB, avec une vraie complicité, une vraie complémentarité où on allait vers les mêmes objectifs. Donc ça, c'est bien. C'est pas je ne veux pas prétendre que c'est les seuls. Il y a des gens. Stéphane Benedetti est une personne avec qui nous avons une entente fabuleuse pour un travail en commun avec les mêmes objectifs et où essentiellement l'administration passe loin derrière en importance que la pratique et la technique. C'est le cas pour Mudokokai Europe,
est basé sur des mêmes. D'ailleurs, je soupçonne que, comme Mukai est plus tardif que la FEI, il s'est inspiré en voyant que la FEI pouvait fonctionner avec beaucoup moins d'administration et de structure fermée que technique et pratique. Donc, dans la FEI, effectivement, tu as dirigé que chaque expert dont tu fais partie de créer un kata, et toi, tu as créé Soraga no Tachi. Oui. Dans quel cadre, dans quelle idée tu as voulu que chaque expert laisse une trace? Ah, c'est très simple. Dès que vous voulez pratiquer un kata ou un komidachi, il faut faire appel à un système et ça appartient à quelqu'un. Si moi, je pratique, par exemple, je pratique l'aïkido et les komidachi en aïkido. Vous prenez une komidachi en aïkido, ça peut être très intéressant de le faire dans un stage, des cours, de l'élaborer pour les gens. Dans le Jodo, le Shinto-ryu, c'est la partie Ken du Jo. Ça peut être très intéressant de prendre un des katas et l'étudier en stage. Mais il appartient déjà à quelqu'un. Par respect pour l'autre système, vous ne pouvez pas revendiquer un copyright sur un truc qui est le leur. C'est le leur. Donc, on en avait tellement de choses intéressantes techniquement dans la FUI, dans la diversité d'expériences qu'avaient les gens, les professeurs, les différentes écoles qui proposaient, etc. Plus renforçant cette idée que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas qu'une façon de faire une technique avec une seule et même nom, si c'est Kirikaji. Il n'y en a pas un Kirikaji, il n'y a pas le Kirikaji. Non. Kirikaji est un principe. Donc, ce qu'on a dit avec Pascal, c'était surtout suite à des discussions avec entre Pascal et moi. On a dit, mais il y a tout ça qui existe. Peut-être ce qu'il faudrait, c'est prendre les éléments qui sont enseignés et qui forment des bases dans la FEI et les mettre ensemble pour créer nos propres komidachi d'enseignement, komidachi qu'on peut utiliser comme base de travail pour les pratiquants de la FEI. Et de là, on a dit, bon, on n'a qu'à prendre les différentes compétences qu'on a au niveau plus élevé. Donc, il y avait, à l'époque, maintenant on en a perdu, il n'y a plus que 2, les Kuden Shugo. Ça, c'était les 4 membres qui étaient depuis le premier jour avec la FUI, étaient des fondateurs et qui, de surcroît, avaient des compétences d'enseignement et des compétences techniques exceptionnelles. Donc, on a demandé aux 4 Kuden Shugo de bien vouloir en créer un komidachi qui, en résumé, prenait un aspect d'étude que dans la FEI était considéré important et de concevoir un exercice, un komidachi, qui permettrait d'apprendre ces techniques et principes.
mais ciblé. Enfin, pas n'importe quoi en combiné. Ce n'était pas juste combiner des techniques, mais c'était de prendre un thème. Et en plus, donc Pascal et moi-même, on en ferait aussi un. Et ça nous permettrait d'avoir 6 komidachi qui seraient utilisables pour l'enseignement au sein de la FUI. On savait que ça allait pas se faire, ça se fait pas tout de suite. Il faut y réfléchir, il faut travailler avec un thème. On n'a pas imposé un thème sur quiconque. La personne a plus ou moins évolué son thème. Pascal et moi-même, on a créé nos mouvements, mais on n'a pas fini. Pendant 3-4 ans, on n'a pas fini de les peaufiner, de les perfectionner, ajouter, de changer éventuellement, de manière à trouver quelque chose de plus satisfaisant. Alors, par exemple, Pascal, il a créé son komidachi, qu'il appelle Mawai no Tachi, et c'est-à-dire c'est une étude de comment rapprocher petit à petit la distance combative en arrivant de plus en plus proche et en donc utilisant les techniques qui vont être applicables à cette distance. Et alors, dans un deuxième dimension aussi, il a choisi les techniques les plus fondamentaux dans le maniement du sabre. Je vais peut-être pas élaborer plus, mais c'est pas l'objectif, effectivement. Il y a Maki Otoshi, Kiri Otoshi, Kiri Yage, Kiri Kaishi, etc., etc. Et ils sont tous présents dans Mawai no Tachi. C'est fabuleux, fabuleux. Et quand vous faites ça et vous le répétez, il permet d'avoir un outil pour enseigner et pour le pratiquant de pratiquer chacun de ces éléments, ces mouvements fondamentaux. Ça, c'est fabuleux. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir, une fois qu'on puisse le formaliser, qui est pas loin, on va le faire bientôt, on en aura 6 sûrs, il y en a peut-être 7, 8. D'accord. Je ne sais pas. Mais malheureusement, on a perdu deux Kudan Shugo, dont Christophe Marie, qui, une fois, c'était trop tôt. C'était pas le moment, mais il est mort. Il est parti très vite. Il est parti très vite et c'est vraiment c'est d'une triste. Bon. Ouais. Mais il a laissé un komidachi. Et ce komidachi en fera partie, évidemment. Donc, le sien, ça s'appelle Awase no Tachi, je crois. Donc, c'est tout basé sur le fait de se lier les mouvements ensemble. Donc, voilà. Dans ton travail que tu as apporté effectivement au Budo en France et en Europe, tu as fait plusieurs choses, notamment tes 2 livres. Ça date. Alors, celui-ci, effectivement, pour le trouver, c'est un peu difficile. Ça, c'était très tôt. Oui. Et
à l'époque, c'était de simplement fournir une référence pour Omolidiu. Et puis quelques idées qui pourraient brancher les gens sur un peu l'historique, sur la construction du sable, mais ça c'était un travail modeste et qui existait, qui était fait avant qu'on pouvait avoir des renseignements, Internet et autres. Oui. Ça a changé tout. D'ailleurs, c'est très drôle parce que en faisant la maquette de ce livre, il fallait découper avec des ciseaux, il fallait découper les photos et les coller avec une sorte de ciment gomme sur les pages, avec le numéro de page, avec les liserés, avec les rebords, etc., les numéros surajoutés, tout à la main. Artisanal. Un énorme boulot avec des ciseaux, etc., page par page. Et quand c'était terminé, donc, il prenait une photo de la page et la photo était donc mise sur des... je ne me souviens plus les noms techniques, mais c'est des plaquettes métalliques. La photo était transposée dessus. Et puis après, ils étaient attachés dans une presse. Donc, et puis, poum, 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 tu tirais des pages par 4, enfin, ou par 8, enfin, recto verso, 4 pages étaient liées, et puis découpées. Enfin, c'était un travail assez spectaculaire comparé à ce qu'on avait à faire pour le prochain. Alors, en parlant du prochain, il est là aussi. Oui, celui-là. Alors, celui-là, c'était pour créer simplement une référence pour les pratiquants de l'ensemble des kata yai que nous faisons avec la pratique de Muso Shinden. Et comme par hasard, on avait pris les photos à différentes époques avec quelques années de différence. En Omolidiu, je suis le plus jeune, enfin, j'ai le plus jeune âge, et à Okuden, j'ai un âge plus avancé. Donc, ce qui est normal dans l'avancement. Oui, il y a une certaine logique dans tout ça. Il y a aussi, Pascal a eu la brillante idée d'écrire les calligraphies qui sont dans le livre. Dans la section Omolidiu, ils sont tous écrits dans la calligraphie de base. Kaisho, ça s'appelle. Et puis, dans la partie Hasegawa, il passe à une calligraphie plus fluide. Pour montrer les trois évolutions. Et puis après, pour le Okuden, c'est Sousho, c'est le plus fluide. Alors, c'est plein de petites choses comme ça et je suis pas mécontent du résultat de nos travaux et de notre coopération. Et nous te remercions. Oui, malheureusement, on l'a fait en anglais parce que Europe. On a dit, mais qu'est-ce qui va pouvoir aller pour tout le monde? Alors, on a compris qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui auraient voulu une édition dans la langue respective de leur pays. Mais c'est très difficile, enfin, on ne s'en sort pas si on doit faire plusieurs éditions. Et éventuellement, une édition en français, ça aurait pu avoir une certaine logique. Mais on ne parle pas c'est pas un best-seller, c'est pas Harry Potter, hein, ça se vend à peu d'exemplaires et il faut faire en fonction de vos possibilités.
Effectivement, effectivement, j'ai tourné les pages et j'ai retrouvé une photo de toi avec la cornemuse, qui effectivement dans toutes tes passions. Yes. On a parlé du simple, de l'aïkido, bien sûr, de la forge. Effectivement, il y a une photo de toi avec la cornemuse, la musique fait une partie. Oui, Prenante, c'est assez drôle parce que vers 78, 1978, 79, fort d'une suggestion de Don Draeger, j'ai entamé un projet, une recherche sur ce qui constituait l'art martial écossais. Alors, une petite parenthèse, Don Draeger avait fondé ce qu'il appelait la Société hoplologique ou Hoplological Society, qui est hoplology, l'hoplologie. Hoplos, c'est le soldat de base en grec. Logos, donc l'étude. C'est une ancienne discipline créée quelque part dans le 19e siècle, je crois, l'hoplologie, qui étudie les systèmes de combat dans un contexte social à un moment donné dans l'histoire. C'est une sorte d'aspect de l'archéologie, si vous voulez, c'est une archéologie. Alors, un archéologiste, il va faire une spécialité, par exemple, d'études de poterie. Il va étudier des aspects divers, des paniers, la façon dont il... Et parmi les découvertes archéologiques sont souvent des armes. Il y a des armes présentes. Alors, l'arme lui-même, vous découvrez une pointe de lance ou de hache en pierre taillée de l'époque âge de bronze, comme ça, ou néolithique. Et vous avez un objet et vous avez aucune idée de comment ça s'utilisait. Alors, il y a une branche, par exemple, où on va faire dans de la pierre à feu, enfin le silice, des choses comme ça, où des archéologistes font ce qu'ils appellent l'archéologie expérimentale. Ils vont essayer de recréer une pointe de flèche, par exemple, ou quelque chose en pierre, en utilisant les moyens du bord qu'ils avaient à l'époque. Enfin bref, l'hoplologie, c'est où vous plongez dans l'aspect d'utilisation d'une arme donnée. Par exemple, on en a plein de je sais pas, rapières du fin Renaissance ou quelque chose comme ça. Mais la façon dont ils utilisaient cette arme a été perdue. Donc, il fallait une étude pour commencer à trouver qu'est-ce qu'on pouvait comprendre de l'utilisation, qu'est-ce qu'on pouvait comprendre de l'objectif, la mentalité du guerrier de l'époque, quelles étaient les raisons d'être de cet objet, derrière cet objet. Donc, il avait cette société hoplologique qui était basée à l'université de Hawaï et il envoyait différentes personnes faire des études. Lui, il en faisait souvent. Il était spécialisé dans l'Asie sud-est. D'ailleurs, ça lui a probablement
causé sa mort prématurée. Parce que pour avoir accès à certaines tribus, il a dû passer des épreuves qui lui ont été possiblement fatales au niveau de ce qu'il a dû manger. Mais bon, il m'envoie l'idée, enfin, l'idée était, ah oui, c'est vrai, on n'a pas grand-chose du point de vue l'Écosse. Il y a une façon d'utiliser un bouclier, une dague et un sabre long. Est-ce que ça t'intéresserait d'entamer une étude? Ça, je lui ai dit oui, ok. Je commençais à aller du côté d'Édimbourg, le grand musée d'Édimbourg a une collection d'armes. Et à l'époque, le gardien, le curateur, le gardien du musée d'Édimbourg était un spécialiste pour Écosse Moyen-Âge, fortification, etc. Alors je suis allé, je me suis présenté et il m'a permis de travailler dans les ateliers, de voir beaucoup de choses et il portait beaucoup de connaissances, lui, de partager tout ce qu'il avait à main. Mais le plus drôle, c'est que bien que j'étais plongé sur des textes, des descriptions de bataille, des descriptions d'armes, d'utilisateurs, de ce que je pouvais trouver, je devais passer tous les jours à travers une salle dans laquelle était logée la collection nationale de cornemuses. Il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'une cornemuse en Écosse. Il y en a des tas de différentes sortes. Il y en a au moins, je pense, une dizaine de variations sur l'instrument lui-même. Et que c'est pas que celui est connu aujourd'hui. Alors en passant, je regardais. Et puis, il s'avérait que dans des textes descriptifs de bataille, chaque fois, il y avait dans les descriptions un rôle joué par la musique, la cornemuse, lors de la bataille. Et puis, plein de morceaux, ils commémoraient des batailles. Et quand tu voulais étudier la bataille, tu pouvais aussi connaître la musique. Et la musique était une tradition qui a préservé la tradition de la bataille, de l'histoire de la bataille. Alors, bon, je lui dis un jour, je voudrais mieux connaître cet énorme réservoir d'informations qui est la musique martiale écossaise et que les descriptifs de bataille, etc., etc. Et il m'a envoyé chez un monsieur qui était spécialiste et j'ai étudié avec lui. J'ai fini, comme j'ai fait de la musique en étant jeune, j'ai appris et j'ai trouvé fascinant. Donc j'ai appris à jouer la cornemuse aussi. Voilà. C'est une anecdote qui n'a pas, que malheureusement ne nous éloigne pas beaucoup de l'art martial. Alors, une autre question. Dans les écritures des livres, tu as écrit un autre livre. Alors, je ne l'ai pas, malheureusement. Ah, ça. Le livre sur les nœuds de pêche, parce qu'il démontre encore ça, c'était trop amusé. C'était une suggestion, parce qu'à l'époque, je voyais, en faisant les stages, l'art martial, tout ça, j'étais tout le temps entouré de beaucoup de monde. Les week-ends, il y avait entre 30, 50 à 150 personnes. Tu devais être dans un bain de foule tout le temps. Et quand je pouvais, plus tard, dans les années 80, 90, j'avais souvent envie de pouvoir m'isoler dans la tranquillité. Quoi de mieux que la pêche à la mouche? C'est ce que je faisais, je l'avais fait en étant gamin, et ça me plaisait.
Alors, par contre, comme je voyageais un peu partout pour faire des stages, ça me permettait aussi des fois d'avoir la possibilité de pêcher des rivières plus ou moins bien connues, des rivières, des endroits. Quand j'allais en Afrique, je pouvais prendre quelques jours avant ou après le stage et aller faire une pêche quelque part qui était sympa. Bon, j'aimais bien. Et donc, par une chose et une autre, un journal de pêche, j'avais rencontré un éditeur de journal de pêche, et il me dit, mais tu connais plein d'endroits, tu as pêché des choses à droite, à gauche, est-ce que tu ne ferais pas un article par mois? Alors pendant 2, 3 mois, je faisais un article de pêche à la mouche d'hiver, un peu partout. Et c'est là où il a dit, mais des nœuds comme ça, on n'a pas une référence en français. Ça te dit pas, tu connais. Parce que tu apprends plein de nœuds. En plus, je sais pas, tu sais, il y a des systèmes pour ligoter un adversaire. Et pas par inadvertance, mais par coïncidence. J'ai servi beaucoup à Maître Kaminota qui pratiquait du judo. Et dans le judo, ils ont un système de ligoter l'adversaire, etc., etc. Et puis, je faisais la voile quand j'étais jeune. Donc, les nœuds, tu apprends les nœuds. Mhm. Deuxième, seconde nature. Donc, j'ai dit au gars, oui, ok, allez, on fait un truc sur les nœuds. Ils l'ont publié avec le journal. Mais ça, c'était une blague. Enfin, une blague C'est une sympa. blague, mais ça se trouve. Oui, oui. Celui qui m'a donné cette photo-là, qui a acheté le livre, effectivement, il l'avait Dominique, qui avait trouvé un peu par hasard. Ah oui, Disant, tiens, ça se trouve. mais je le connais. Je suis étonné parfois de le voir sur eBay ou comme ça. Tous les livres, tu les trouves. À des prix invraisemblables, je me demande. Je dis, putain, si je pouvais les vendre à ces prix-là à l'époque. Alors, est-ce que du coup, tes autres livres, tes deux autres livres vont être réédités? On est en train de travailler sur un maintenant. D'accord. Ce qui va être pour la FUI, ça va être tout le curriculum du Ken. Ça va comporter, en partant des principes comme comment tenir le Ken, le bocan, il est fait en croix, enfin des trucs élémentaires. Et jusqu'au Komidachi, tous les exercices, les suburi, passons par les suburi à deux, des mouvements relativement simples ou déployés sur une attaque, etc., etc. Ça se prépare, on va le faire l'été, on devrait avoir pas mal fini ça. Et du coup, Titi, une dernière question. Oh, attends, j'ai un petit souci avec mon téléphone. Bah, tu sais, il est 17 heures chez moi. Là. On va conclure, oui. On va Et, conclure. et ça fait un moment que je n'arrête pas de parler. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec ça, mais bon. Plein de choses. Mais comment tu pourras donner envie à quelqu'un d'autre de nous rejoindre? Comment je pourrais Donner envie, en quelques mots, à une personne de nous rejoindre au sabre, dans un bureau de manière générale. Comment inspirer quelqu'un de devenir pratiquant? C'est ça que tu me demandes? Oui. Ah, ça c'est la première fois qu'on m'a posé une question à ce sujet. C'est intéressant parce que moi, je pense qu'il faut, bon, tout d'abord que la personne qui arrive,
démontre un intérêt initial, que tu dois sentir si oui ou non il est galvanisé par un intérêt sincère, etc. Et puis après, il faut lui donner, il faut trouver comment donner les choses dont il cherche. Il est en quête de quelque chose. Donc, il faut trouver comment lui inspirer à apprécier le fait de pouvoir acquérir ces choses qu'il cherchait. Au même temps, il faut que vous ayez la capacité assez pour faire des relations qui créent un petit émerveillement. Le gars, il dit, « Oh putain, je n'ai jamais pensé à ça », ou ça, « Oh, ça c'est intéressant », etc., etc. Ce n'est pas de d'éblouir quelqu'un avec la technique, c'est pas ça. Les gens, encore moins aujourd'hui avec YouTube, vous pouvez voir des trucs invraisemblables. Et puis, on s'est habitué à voir un cinéma où rien n'est vrai. C'est tout monté, tout un montage. Et je me souviens, j'étais... il y avait un film chinois qui s'appelait Tigre et Dragon ou Dragon et Tigre. Ça te dit rien? Avec Bruce, peut-être? C'est un peu je suis allé au cinéma à l'époque avec mes enfants et on voyait cette sorte de conte de fées chinois. Et à un moment donné, il y a les deux, le tigre et le dragon, mais qui ne sont pas un vrai tigre ni un vrai dragon, c'est des personnes, des personnages, dont une, c'est une femme, et puis c'est le bon, et puis le mauvais, enfin bon, tout classique. Et je ne me souviens pas trop, mais ils se sont faits, comme tu vois, dans beaucoup de trucs chinois, où ils font des trucs invraisemblables, et ils sont montés dans les cimes d'arbres, tout en haut des arbres, et ils se sont lancés en bataille, en combat, un combat partiellement magique, partiellement physique, etc., etc., mais tout en haut des arbres, dans les branches, dans les cimes d'arbres, etc. Et je me souviens, il y avait deux jeunes personnes assis à côté de moi, comme ça. Et l'un, il a dit à l'autre, « Ah, ça c'est invraisemblable. » Et puis il fait, « Je suis pas sûr que je crois qu'ils font ça vraiment. » Mais le doute, tu vois, il doutait quelque chose, mais c'était complètement. Mais là, j'ai dit, ah, mais il est clair que si les gens, ils peuvent voir ça et avoir une doute, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, que tout est possible. Tout, c'est comme ça. Et alors, je dis, si tu veux éblouir quelqu'un avec technique ou comme ça, c'est une mauvaise approche. Parce que c'est pas ça qui est important du tout. C'est de voir les dimensions profondes, spirituelles, peut-être, je ne sais pas, mais de commencer à faire en sorte que quelqu'un réalise, tiens, ces choses-là apportent à moi dans ma vie, voire ma vie quotidienne, ils m'apportent quelque chose sur lequel je mets une valeur, je sens une valeur. Et quand une personne il a de la valeur pour quelque chose, il est enthousiasmé, il va chercher, il va vouloir refaire. Et moi, je crois que c'est beaucoup, beaucoup plus important de cultiver
chez un néophyte, le désir de découvrir dans ce que tu fais. Pas la peine de... Si c'est trop technique, être fort, etc., ça, c'est pas vraiment ce qui est important. C'est pas durable, en tout cas. Il y a beaucoup de monde qui viennent dans les arts martiaux que j'ai vus. Ils partent comme des fusées. Ils sont pendant X ans, 3 ans, 5 ans. Ils font tout, ils deviennent spectaculaires et tout. Et puis au bout de 5-6 ans, tout d'un coup, la personne, on ne le voit plus. Ah oui, maintenant il fait du tennis, ou il fait du golf, et tu découvres qu'il a arrêté. C'est dommage. S'il a arrêté, c'est qu'il a trouvé plus rien qui l'intéressait. C'est la faute à qui, ça? Les professeurs, a priori. Les professeurs, ils n'ont pas su lui donner un enthousiasme un petit peu plus profond. Le désir de découvrir. Et on va finir sur ces mots, Tiki, et je te remercie énormément du temps que tu nous as consacré. Parfait. Je sais, ça, tu as dit un bâton rompu. Alors, c'est parfait. Un bâton rompu que ça, je ne pense pas que c'est possible. C'est parfait, le bâton est rompu. Merci Tiki, à bientôt. À bientôt.